Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face. On a beaucoup parlé de trafic de drogue depuis 9 heures avec ce qui s'est passé, les suspicions autour de Grenoble, mais également toute l'actualité évidemment depuis des mois et des mois autour des trafics et tout ce que cela engendre, bien sûr, des règlements de compte. Alors certains vont jusqu'à parler d'une mexicanisation du trafic de drogue en France. On en parle avec Frédéric Saliba. Bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur de Cartel, Voyage au pays des narcos, aux éditions du Rocher, je le disais. Et donc, votre livre, c'est une enquête sur ce qui se passe en fait au Mexique. Ce qui se passe est effrayant. On va le voir. Vous allez nous raconter en fait ça dans un instant. Mais vous faites aussi un parallèle avec ce que l'on vit actuellement en France. Hein. Oui, parce que, il se trouve que je suis revenu, ça fait à peu près 1 an que je suis revenu, et un peu plus d'1 an, et j'ai réalisé quand même qu'il y avait un phénomène de violence qui était en train de se développer en France. Alors, toute proportion gardée, évidemment. Oui. Les homicides liés au narcotrafic, on les évalue autour de 400 l'année dernière. Au Mexique, on est autour de 30 000. Donc, évidemment, on n'est pas du tout dans les mêmes proportions quand on parle de mexicanisation. Cela dit, il y a des similitudes dans le phénomène et notamment l'embrasement. D'une guerre qui s'est déclarée au Mexique contre les cartels de la drogue, au moment où je suis arrivé, c'est-à-dire en 2006, il y a 18 ans. Moi, je suis journaliste économique, je travaille en France, il se trouve que j'épouse une Mexicaine et je pars travailler au Mexique sur l'économie, sur le tourisme, et la guerre se déclare. Et là, il y a un phénomène d'embrasement du conflit qui amène aujourd'hui à une hécatombe au Mexique, avec 30 000 morts, mais aussi presque 100 000 disparus quand même. Et vous dites dans votre livre, près de 500 000 depuis 15 ans ou 18 ans, non? Liés en fait à ça, c'est ça? On est à plus de 450 000 morts, ouais, c'est ça, donc depuis le début, depuis 2006, depuis que le président... c'est 30 000 chaque année, quoi, à peu près. À peu près 30 000 chaque année. Enfin, au début, il y avait 10 000, et puis maintenant, il y a 30 000, ça s'est multiplié par 3, parce que c'est exponentiel. Et c'est-à-dire que la violence appelle la violence, l'armée a été déployée, les narcotrafiquants se sont surarmés, vous avez en effet des fusillades à l'arme lourde. Alors ici, on parle de Kalachnikov. Au Mexique, on parle de AK-47, mais c'est la même arme. Hein. Ce sont des armes de guerre. Et c'est vrai qu'en rentrant en France, que je me suis aperçu quand même, d'abord, c'est l'inquiétude de mes interlocuteurs, de policiers ou de gens, et puis en même temps aussi la vision quand même d'une délinquance qui avant pouvait être cantonnée à des villes, à la Seine-Saint-Denis ou à Marseille, et qui commence à faire tache d'huile dans le pays. Ça, c'est un phénomène qu'on a connu au Mexique. Avant, au Mexique, la frontière avec les États-Unis, puisque les États-Unis, c'est le grand marché de la drogue mondial, et que les Mexicains ont pris pied et puis gèrent tout le trafic de drogue sous le sous-continent, cette frontière était en fait l'endroit où il y avait ces crimes. Donc c'était très cantonné. Et puis petit à petit, ça s'est généralisé dans tout le pays. Vous avez aussi le fait que des jeunes, de plus en plus jeunes, nous au Mexique on parle de niños sicarios, de tueurs enfants. C'est-à-dire vous avez des enfants de 14 ans qui se mettent à tuer et à devenir donc des sicaires. Et ça, alors, encore une fois, toute proportion gardée, mais n'empêche qu'en France, on commence à parler de jobbers, on parle comme ça de ces jeunes qui se retrouvent dans des points de deal, de jeunes qui se baladent dans toute la France, qui sont recrutés dans d'autres régions, une forme de précarisation d'une sorte de main d'œuvre, voyez, pas chère pour des cartels, et puis aussi le développement de laboratoires de drogue de synthèse. Et ça, les Mexicains sont très très bons là-dessus. Ils ont des chimistes. On sait qu'ils sont derrière, d'ailleurs, les Mexicains. Alors, on sait que les Mexicains sont en Europe, évidemment. À partir du moment où vous avez de la vente de cocaïne, les cartels mexicains ou colombiens, mais qui en fait sont en association, sont là. Alors, ils sont là en tant que livreurs, en tant que grossistes, mais ils passent des accords quand même avec les mafias, notamment les mafias italiennes, la mafia hollandaise, belgo-hollandaise très forte. Et puis, on commence à voir comme ça, donc la cocaïne, mais aussi ces chimistes dont je vous parlais, qui collaborent en fait avec des cartels dans des cartels donc locaux pour faire des laboratoires de drogue de synthèse. Et en effet, donc il y a ce phénomène-là. Il y a le phénomène aussi de la corruption. Évidemment, la corruption est en train de se développer. On en a beaucoup parlé avec les dockers, on a beaucoup parlé avec ces ports, le Havre notamment. Rotterdam, et voilà. Et donc on s'aperçoit quand même qu'il y a comme ça un phénomène, en tout cas un terreau fertile, et avec des
éléments, des facteurs, et ce qu'alerte mon livre, puisque, enfin, mon livre est à la première personne et qu'il est évidemment sur le Mexique, mais il finit en France, puisque je suis en France. Il commence en France et il finit en France. Exactement. Hein. Non mais exactement. Tiens, illustration de ce que vous disiez, on va aller à Grenoble dans un instant, illustration aussi avec ce qui s'est passé hier soir à Toulouse. Fusillade mortelle, sur fond de trafic de drogue, Joseph Ruiz, un homme mort et 2 autres blessés. Hein. Et les faits ont eu lieu dans le quartier populaire de l'ouest de la ville, c'est le quartier Bagatelle. Un individu a utilisé une arme automatique, on en parlait, un fusil mitrailleur. Il a visé 3 personnes, un décédé, un second aurait été touché à la tête et le 3e a été blessé à la jambe. Alors ce sera un règlement de compte sur fond de trafic de drogue, c'est ça? Très implanté dans ce secteur? Ouais, exactement, et d'ailleurs les armes avaient déjà parlé la veille à Toulouse, dans la nuit de samedi à dimanche. C'était le quartier Ampalo, et un jeune homme avait été blessé au pare-balles au niveau du genou. C'était juste devant son domicile et il s'était réfugié avant d'être pris en charge par les secours. On a appelé quelques sources policières sur place. Ils nous disent, voilà, quand un point disparaît, c'est tout simple, eh bien, il y en a un autre qui s'installe autre part. Et illustration parfaite, en 2022, les stupes avaient anéanti le trafic, un point de trafic qui s'appelle Tourneuf-la-Peuf. C'est orchestré par un restaurateur. Il avait 32 ans. Il était originaire de Tournefeuille, c'est juste à côté de Toulouse. Il gagnait près de 6 000 € par jour. Il a été arrêté. Il a pris 6 ans de prison. Et ben, au final, le frère, il a repris le business et il aurait pas vraiment changé d'ailleurs la méthode. Bah voilà, le business que vous décrivez, hein, Frédéric Saliba, ça ne vous étonne pas, ça ressemble évidemment à ce qui se passe un peu au Mexique, quoi, bien sûr. Oui, alors c'est pas la même échelle, mais c'est vrai que ça brasse énormément d'argent et c'est vraiment des start-up incroyables et très très lucratives. Ouais, complètement. Alain Carignon est avec nous, l'ancien maire de Grenoble, pour ce qui s'est passé aussi hier à Grenoble. Alors, on parle de suspicion hein, derrière le trafiquant, enfin l'homme qui a tué un agent municipal. Bonjour Alain Carignon. Bonjour. Bonjour. Nous parlons évidemment. Vous avez entendu peut-être Frédéric Saliba sur son enquête, un voyage au pays des. Absolument. Son livre est passionnant parce qu'il décrit tout ce qui se passe. Et Grenoble fait partie de ces villes, mais depuis des années, hein, Alain Carignon, où il y a le trafic de drogue qui irrigue la ville. Hein. Oui, ça grossit démesurément et aujourd'hui on est en deuil parce que il y a quand même un employé municipal qui était au dévouement exceptionnel, Liliane Dejean, qui était appréciée de tous au travail comme dans la vie sociale, qui est décédé sur un acte de courage et de dévouement parce que là, il ne s'agit pas pour lui d'être lié à quelconque trafic. Hein. Il a voulu intervenir pour empêcher un délinquant de s'enfuir et ce délinquant l'a battu de 2 balles au thorax. Donc on est dans une situation très différente. Il ne s'agit pas d'un accident de circulation ou de choses de ce genre. Il s'agit bien d'une victime innocente d'un trafic qui est endémique et d'une situation qui s'est aggravée mais considérablement cette dernière décennie. Hein. Tous les procureurs qui se succèdent disent qu'ils n'ont jamais vu ça. Le dernier procureur a dit qu'il n'a jamais vu une ville aussi gangrénée. Ouais, donc, mais gangrénée comment alors? On est en termes, si vous voulez, d'agression, de vol à la tire, etc., supérieur à Marseille pour 1000 habitants. On est devenu vraiment... Parce que si vous voulez, il y a une multiplicité de facteurs qui font cela. D'abord, il manque un pilier. Dans les 3 piliers, si vous voulez, justice, police, il manque le pilier ville qui se refuse à agir. Donc, c'est quand même une faiblesse considérable, puisque la municipalité est tout à fait imperméable aux questions de lutte contre l'insécurité et la délinquance. Et donc, il manque un pilier, il manque un facteur, et ça. Ce qui fait est-ce que ça changerait quelque chose si la oui, parce que quand même la gangrène. Si vous voulez, pas de caméra, pas de police armée, pas de dealers expulsés des HLM, pas de donc rien. Si vous voulez, ça fait beaucoup. Il faut une politique dure contre les trafiquants. Il faut une politique à 3, si vous voulez. Il faut que tout le monde s'y mette ensemble. Bien sûr, il y a le niveau qui vient d'être évoqué, le niveau international. Il faudrait une sorte de G20 pour poursuivre l'argent, pour trouver l'argent, parce qu'en réalité c'est ça ce qui permettrait de réduire à l'échelle internationale. Il y a l'échelle nationale, évidemment, il faut mettre tous les moyens, et puis à l'échelle locale, il y a ville, police, justice. S'il manque la ville, on aboutit à ce qui se passe à Grenoble, c'est-à-dire une ville où la paupérisation s'accélère, les familles moyennes s'en vont, évidemment, on a des impôts les plus lourds, et voilà, et la valeur des biens qui s'affaiblit. Voilà, c'est le triptyque qui produit ça.
Ouais, d'une ville qui, historiquement, je le disais en début d'émission, Grenoble était considérée, il y a une trentaine ou une quarantaine d'années, Alain Carignon déjà, ou même un peu plus peut-être, comme un petit Chicago aussi. Déjà, il y avait, une tradition. Il y avait une tradition avec la mafia marseillaise, quoi. Il y avait les Italos grenoblois, ensuite il y a eu des Maghrébins, etc. On a eu tous ces phénomènes de bandes, mais qui étaient marginales, qui n'occupaient pas la ville. Pas comme aujourd'hui, quoi. Ça n'a rien à voir. Il y avait effectivement des phénomènes de ce type. Aujourd'hui, si vous voulez, il n'y a pas de quartier de ville, il n'y a pas de ville où on peut être à l'abri ou à la merci, pas à la merci d'un coup de couteau pour une raison ou pour une autre, à la sortie d'un tram, à la sortie d'un bus. C'est donc, si vous voulez, une situation vraiment très différente de ce que l'on a connu. De la marge, la délinquance occupe le centre. Merci pour votre témoignage et vos explications, Alain Carignon. On va poursuivre dans un instant avec Frédéric Saliba, auteur de ce livre Cartel, voyage au pays des narcos. C'est ça, c'est-à-dire c'est une grande pieuvre finalement autour de la drogue dans le monde, avec ses ramifications jusqu'en France. On va voir comment on peut faire, comment on peut lutter quand même. Est-ce que le Mexique a mis des choses en place? Par exemple, en France, il y avait un sondage qui disait que 7 Français sur 10 voudraient une éventuelle intervention de l'armée dans les quartiers. Est-ce que c'est possible? Comment fait-on justement aussi pour lutter sur place? On voit ça ensemble et vous pouvez continuer de réagir jusqu'à 10h dans La Vérité en face sur Sud Radio. Sud Radio, La Vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face autour du trafic de drogue. En résonance un petit peu avec ce qui se passe actuellement en France, les trafics, les points de deal. Alors il y a une chasse qui est menée, ça marche plus ou moins bien puisque on met une voiture de police. Jacques me disait tout à l'heure au téléphone, auditeur de Marseille, il faudrait mettre des voitures de police devant les points de deal et puis quand on en met, ça éloigne le point de deal. Oui, sauf que il renaît en fait ailleurs, un petit peu plus loin, etc. Frédéric Saliba, donc vous avez passé une vingtaine d'années quasiment au Mexique, vous avez vu ce développement incroyable en fait du narcotrafic là-bas. Finalement, les Mexicains ont pris la place un peu des Colombiens, c'est ça ? Oui, alors en fait, vous avez le déclin des cartels colombiens avec la mort de Pablo Escobar, et à partir de ce moment-là, dans les années 90, vous avez l'émergence en fait d'un grand cartel mexicain qui s'appelle le cartel de Sinaloa, et qui va se développer, et vous avez comme ça une dizaine de cartels mexicains un peu forts, mais surtout 2, qui sont le cartel de Sinaloa et le cartel Jalisco Nouvelle Génération, et qui, eux, ont carrément pris pied sur tout le sous-continent. Ils gèrent le narcotrafic, mais aussi le trafic de migrants, le trafic de personnes, la traite des personnes, la prostitution, vous voyez. Donc il y a une mainmise comme ça, et puis figurez-vous on commence à voir apparaître la main des cartels mexicains dans la vente au détail de drogue aux États-Unis, dans les grandes villes américaines type Chicago ou New York, qui montrent la présence en fait des cartels mexicains. Alors tout ça avec des accords avec des mafias locales, des sortes de franchises. Vous avez tous les modèles possibles. Ça, on en parlera peut-être de la structure mafieuse d'un cartel. C'est très compliqué, mais en tout cas, leur présence est identifiée et ils ont un contrôle en association avec les cartels colombiens. Sur donc la production de cocaïne, sa distribution à l'échelle mondiale, mais aussi la production. C'est-à-dire que, y compris sur la distribution à l'échelle mondiale, par exemple, des trafiquants qui prennent cette drogue à Marseille, au Havre, etc., ou un peu sur tout le territoire, ils sont en lien, vous pensez, directement avec ces narcotrafiquants mexicains? Alors, soit ils sont en lien avec des intermédiaires, soit ils sont en lien directement. Alors on sait qu'il y a d'ailleurs des membres du cartel de Sinaloa ont été arrêtés en Espagne. Il faut créer une route quand on vend de la drogue et qu'on veut que la drogue arrive soit au Havre, soit à Rotterdam, soit ailleurs en Europe, soit à Anvers. On crée une route, c'est-à-dire qu'il y a un premier envoi, il y a des tests, puis après la route est sécurisée avec des liens de corruption, etc. Et ça se fait en accord entre les cartels et le cartel mexicain, évidemment. D'abord, il y a des Français qui viennent en Amérique latine et au Mexique rencontrer. Il y a des Mexicains qui sont en Europe. Alors évidemment, après, il va falloir identifier les gens. C'est très difficile à réellement ces Mexicains qui sont présents en Europe arrêtés le jour du démantèlement d'un laboratoire. Vous avez un chimiste mexicain. Est-ce qu'il est lié au cartel de Sinaloa ou est-ce qu'il a été recruté localement ? Il y a quand même de fortes chances pour qu'il ait été envoyé par un cartel. Encore faut-il le prouver, vous voyez. Donc on est tout ça dans des suppositions. Pour la fabrication, vous parlez des labos, des drogues de synthèse, qui se développent beaucoup à côté de tout ce qui est cocaïne, etc. C'est-à-dire que le Covid aussi. Le fentanyl, racontez-nous, Oui, alors...
avec le Covid, il y a eu justement ces ports fermés et ces problèmes de circulation. Donc, ils ont développé, les cartels ont commencé à développer localement des laboratoires. Concernant le fentanyl, c'est une drogue très très forte. C'est un opioïde, c'est un antidouleur qui s'est beaucoup développé aux États-Unis. Des stars en sont mortes. Prince, par exemple, est mort d'une overdose de fentanyl. C'est une drogue hyper puissante, 30 à 50 fois plus forte que l'héroïne, et qui amène une accoutumance très rapidement. Et vous avez quand même autour de 100 000 overdoses par an aux États-Unis. Donc c'est devenu une question sanitaire prioritaire pour les Américains, qui mettent la pression sur le gouvernement mexicain, parce que figurez-vous que les spécialistes de cette drogue sont les cartels mexicains, qui savent très bien la cuisiner, comme on dit, la préparer à partir de précurseurs chimiques qui viennent d'Asie, soit de Chine, soit d'Inde, et qui après sont transformés en fentanyl. Et ça n'arrive pas trop encore pour l'instant en Europe, ou ça commence déjà? Alors, on voit pour l'instant, l'Europe est plutôt protégée, ça c'est vis-à-vis de politiques publiques contre les antidouleurs, vis-à-vis des antidouleurs qui est très différente, ce sont des politiques publiques très différentes de celles américaines, qui en fait ont créé quelque part un marché parallèle, et ce n'est pas le cas en France, où on continue de consommer de l'héroïne, mais attention, on commence à voir quelques signes, notamment en Belgique, notamment en Hollande, et donc ça pourrait tout à fait arriver, surtout qu'au Mexique, en fait on s'aperçoit qu'au Mexique et aux États-Unis, cette drogue est mélangée à d'autres drogues beaucoup plus accessibles par les cartels pour créer le marché. Et donc, ils coupent, par exemple, de la cocaïne avec un petit peu de fentanyl pour rendre dépendants des gamins. Oui, c'est ça. Frédéric Saliba, mais comment fait-on au Mexique pour lutter? Est-ce qu'on lutte véritablement? Parce que, vu les chiffres et tout ce que vous décrivez dans votre livre, on a l'impression que le pouvoir politique est complètement dépassé, ou alors il est corrompu. Alors, c'est toute la thèse de mon livre, c'est-à-dire que moi, je pars du principe, puisque j'ai assisté en fait à la déclaration de cette guerre. Ce que je peux vous dire, c'est que cette guerre, elle a été déclarée par un président qui était mal élu. Il a utilisé les militaires pour quelque part se légitimer après une élection qui était très très serrée, et donc c'est pour des mauvaises raisons qu'il a déployé les militaires dans la rue. Ils ont fait une politique du tout répressif, en justement coupant les têtes de l'hydre mafieux, qui évidemment repousse immédiatement, et donc ça n'a servi à rien. Ça a embrasé, la militarisation du conflit a embrasé. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que le Mexique peut être un contre-exemple des choses qu'il ne faut surtout pas faire. Le Mexique et les États-Unis, parce qu'il ne faut jamais occulter le fait que cette stratégie, cette militarisation a été appuyée par les Américains. Le plan Mérida a été financé en partie par les Américains, et donc elle est soutenue par le gouvernement américain. Donc évidemment, moi c'est plutôt un contre-exemple à surtout ne pas suivre. Le Mexique a quand même 18 ans d'avance sur nous. Mais... Il serait peut-être temps d'analyser un petit peu les erreurs commises au Mexique et aux États-Unis, pour ne pas les commettre en Europe, pour qu'on n'en arrive pas là. Bon, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ça, c'est toute la question. Tiens, ça réagit, Frédéric Saliba, à ce que vous venez de raconter au 0826 300 300 dans La Vérité en face sur Sud Radio, avec Ben. Bonjour Ben. Bonjour. Bonjour Patrick. Bonjour Frédéric. Oui. Bonjour. Vous voulez réagir à ce que vous avez entendu, et puis peut-être au trafic de drogue que vous voyez autour de vous, je ne sais pas. Tout à fait. Alors moi, à mon niveau, je pense qu'on peut agir à plusieurs échelles. Dans un premier temps, je pense de toute façon, on se dirige par là vers cette direction, même si j'en suis pas favorable, à la suppression de l'argent physique qui justement alimente tous ces réseaux et tous ces trafics. Le jour où il y aura plus d'argent physique, croyez-moi, vous pourrez diviser par 90% le trafic qui pullule dans nos villes. Ah oui, alors ça c'est pourquoi pas, c'est une piste effectivement, un peu comme en Chine, il y a quasiment plus d'argent physique, tout se fait par carte, et on pourrait tracer, c'est ce que vous dites quoi Ben? Exactement. Donc la personne qui vous voudrait acheter des substances, ou alors la personne qui vendrait, ne pourrait plus encaisser l'argent et du coup dissimuler ces sommes d'argent à l'État. Et du coup, ça limiterait de manière considérable le trafic. J'ai d'autres idées. Est-ce que je peux les énumérer? Si vous en avez encore deux, oui. Alors, c'est bien, on va vous engager. J'espère que les services du renseignement vous écoutent. Oui. Allez-y, mon cher Ben. De la même façon que notre cher président voulait emmerder les non-vaccinés, alors je pense qu'il faudrait les emmerder, ces trafiquants de drogue qui sont en bas de nos cités.
Et justement, ils sont identifiés, ces gens-là. Il y a des caméras qui les filment tous les jours et tout. Donc pourquoi pas agir de manière plus prononcée vers ces personnes-là, plus de perquisitions. On leur demande des factures, d'où viennent leurs vêtements qu'ils ont achetés, leur nouveau iPhone et tout ça. Ouais. Et de plus, toutes ces voitures plaques polonaises qui circulent, c'est des voitures de location. Du coup, ils les payent avec de l'argent liquide. Ouais. Et de la même façon, il faudra encadrer ces locations de voitures à plaques polonaises surpuissantes. De la même manière qu'on encadre les motos qui ont des gros cylindrés qui ne peuvent pas être conduites par des petits permis, il faudrait exiger au minimum 10 ans de permis et 12 points pour pouvoir louer ce type de véhicule. Ah ouais. Bon, en tout cas, ce sont quelques pistes très intéressantes. Merci, mon cher Ben. Vous nous appelez de Nancy. On écoute Sud Radio partout maintenant, évidemment, en France. Merci, Ben. Frédéric Saliba. Deux pistes assez intéressantes, c'est-à-dire s'attaquer au recyclage et puis aussi peut-être à l'argent physique, même si les trafiquants ont toujours un coup d'avance, dit-on. Non ? Oui, alors c'est une bonne idée, cette histoire de s'il n'y avait plus d'argent liquide. Le seul problème, c'est que les narcotrafiquants, aujourd'hui, ils utilisent les crypto-monnaies. Et en fait, en tant que grossiste... Pas pour le petit deal, en fait, du quartier. Détrompez-vous, c'est pas vrai du tout. Vous avez la possibilité avec ces applications, d'ailleurs, Telegram est mise en cause aujourd'hui par rapport à ces Uber Sheet, là, vous savez, où on peut commander sur des plateformes et vous pouvez payer par crypto-monnaie votre dealer qui va venir vous livrer et vous ne payez pas le dealer, vous payez en fait à distance, vous voyez ce que je veux dire, pour qu'il n'y ait pas de problème de paiement. Donc, en effet, le problème, c'est que quelque part, la technologie va très vite et que les cartels ont toujours un coup d'avance. En fait, ils sont très très rapides pour s'adapter. Ils sont très performants. Il y a un chapitre de mon livre qui s'appelle Les Licornes, qui fait une référence justement à ces startups hyper mobiles, en tout cas qui ont des jeux de jambes assez incroyables et qui s'adaptent tout le temps et qui ont une résilience incroyable. C'est les cartels. Oui, merci beaucoup Frédéric Saliba. Cartel, voyage au pays des narcos, je vous recommande aux éditions du Rocher. C'était particulièrement évidemment passionnant. On vous réinvitera probablement parce que ce n'est pas terminé. Bien sûr, comme vous nous l'avez dit, au Mexique, 18 ans et 500 000 morts. Il est 9h57. Dans un instant, c'est Valérie Expert et Gilles Gansman sur Sud Radio. La vérité en face revient demain.